Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 2. Les modèles économiques. Les patrimoines et leurs revenus ne sont jamais répartissables de façon équitable. Il convient de distinguer les revenus du capital et les revenus du travail. De la même façon qu'il y a une inégalité des revenus, il y a une inégalité des patrimoines, une inégalité dans les héritages et une inégalité dans les épargnes. Des inégalités patrimoniales supplémentaires résultent également des legs et des résultats de l'épargne. Des disparités de patrimoine et des disparités de revenus entre les groupes sociaux aboutissent à des valeurs économiques, sociales et morales différentes parmi les groupes humains considérés. De quelle manière ces inégalités peuvent-elles se justifier ? Dans le rapport de force qui existe ou qui n'existe pas entre les différents acteurs économiques influents. Il n'existe cependant aucun système régulateur pouvant neutraliser les tendances spéculatives qui sont obligatoirement inégalitaires et déstabilisatrices. Il devrait pourtant permettre la réalisation d'un équilibre social. Un processus d'avant-garde dans la divulgation des compétences et des savoirs pourrait être un bon moyen pour un premier processus de régulation. Peu importeraient les conséquences, pourvu que les inégalités soient fondées sur l'utilité commune. Mais pour quelle justice sociale ? Les institutions les plus appropriées permettent-elles de réaliser un processus d'organisation sociale juste et équitable ? Existe-t-il des règles débattues démocratiquement et applicables à toutes les branches sociales ? Les économistes sont des personnages imbus et prétentieux, situés en dehors des systèmes universitaires. Leurs études sur les sciences sociales sont peu convaincantes. Leurs notions de capital et de revenu, les taux de rendement et de croissance ne sont que des concepts beaucoup trop abstraits et théoriques, totalement dépourvus de certitude mathématique. Le plus important serait de connaître le rapport existant entre le capital et ses revenus, puis celui du partage global du revenu national, à partir des revenus du travail et ceux du capital. Cela permettrait ainsi d'établir une équité. Cela permettrait surtout d'évaluer les structures qui sont conséquentes aux inégalités constatées. Le partage entre les revenus du capital et ceux du travail sont des sources de conflits sociaux permanents. Il y a d'abord une inégalité dans la détention des patrimoines et de leurs revenus qui est bien plus importante que dans celle des revenus du travail. Il est particulièrement choquant que les détentions du capital soient la plupart du temps obtenues de façon héréditaire. Ils sont souvent en situation de monopole et s'octroient la plus grosse part des revenus, sans rien faire, pendant que les travailleurs vivent très médiocrement à partir des salaires qui leur sont octroyés. Le mode d'organisation économique actuel et qui date de l'Antiquité ne permet pas de pouvoir envisager des changements. À quoi correspond le revenu national ? Il est censé mesurer le revenu global des habitants d'un pays, entre les revenus du capital et ceux du travail. Il résulte du produit intérieur brut, auquel sont soustraits les frais d'entretien du capital, en tenant compte des résultats négatifs ou positifs des exportations et d'éventuelles ponctions réalisées par les entreprises étrangères. Ce résultat est souvent la conséquence des divergences internationales concernant les inégalités de revenus capital-salaire, consécutifs aux divers modèles de colonisation, avoués ou pas. Il convient de préciser que le capital résulte des actifs non humains, possédés et échangés, qu'ils soient immobiliers, financiers ou professionnels. Quels sont les niveaux de rendement des capitaux ? Pour le capital locatif, donc pour les immeubles mis en location, le taux de rendement est d'environ 3% par an. Pour le capital rural, c'est-à-dire la mise en location des terrains, le taux de rendement est d'environ 4%. Pour le capital des sociétés, plus hasardeux, le rendement est d'environ 5 à 7%. Il s'agit, bien évidemment, de moyennes qui ne donnent qu'une très vague estimation. Le capital est un stock. Il correspond aux richesses accumulées. Le revenu est un flux. Il correspond à la richesse produite et distribuée. En raison des investissements réalisés par les pays riches, dans les pays pauvres et tout particulièrement en Afrique, des charges de rendement devant être remboursées contribuent à appauvrir davantage ces pays sous domination.
Les pays pauvres ne peuvent parvenir à un rattrapage économique que lorsqu'ils parviennent à atteindre des niveaux équivalents. Le niveau de savoir en matière d'éducation, de qualifications et de technologie équivalent aux pays qui les exploitent. La croissance démographique représente également un frein important à la croissance économique mondiale, mais surtout locale. L'expansion démographique dépend des considérations culturelles, économiques et psychologiques liées aux conditions de vie des familles. Les populations du XVIIIe siècle seront passées de 100 millions en Europe et de 3 millions en Amérique du Nord, à plus de 400 millions chacun, aujourd'hui. Les inégalités intellectuelles et physiques seraient à l'origine des innovations. Toutefois, les niveaux de vie passent de 1 à 10 selon les pays considérés. À cause des rythmes de croissance de la population d'une part et de la production par habitant d'autre part, les rendements ne devraient plus être que de 1% dans chaque élément, pour la moitié du XXIe siècle. Les rythmes de croissance sont aussi liés au paradoxe bancaire. Il est impératif de savoir que les banques qui font des prêts, aux États, aux entreprises ou aux particuliers ne possèdent pas l'argent qu'elles sont censées vous octroyer. En effet, il ne s'agit pour les banques que d'une simple mention comptable dans leur registre informatique, sans aucune création monétaire. Les banques prêtent de l'argent qui n'existe pas, mais en échange de taux d'intérêt qu'elles fixent elles-mêmes. Cette situation permet de créer des situations de dette, souvent incontrôlables. Cette situation permet surtout de tout contrôler le système économique des États, des entreprises et des particuliers. Les banques contrôlent aussi la quantité d'argent en circulation. La différence entre une croissance économique et une dépression économique dépend de la masse monétaire en circulation. Il suffit que les banques suppriment leurs prêts pour que tout le système économique d'un pays s'effondre et qu'il plonge ses habitants dans une situation de pauvreté. Pour se convaincre du rôle essentiel joué par les banques, il suffit de connaître le jeu de Monopoly. Le banquier, dans ce jeu, peut y organiser le processus économique qu'il souhaite. En cas de défaut de paiement, dans le remboursement d'un emprunt, la banque a la faculté de faire saisir les biens du client insolvable jusqu'à épuration du montant. Les banques ont ainsi la faculté d'intervenir sur tous les leviers économiques d'un pays en créant artificiellement une situation de crise. Ensuite, tout s'enchaîne en cascade. Les périodes de croissance ou de dépression sont périodiquement organisées. Les marchés boursiers ont eux aussi cette faculté de décision. L'effondrement des marchés boursiers n'est jamais dû à un hasard, c'est toujours le résultat d'une volonté délibérée. Plus la masse monétaire en circulation est importante et plus il y a d'activités économiques. Plus il y a d'activités économiques et plus les échanges de biens et de services sont nombreux et importants. Lorsque les salaires et les revenus sont conséquents, le marché des embauches fonctionne de mieux en mieux. A contrario, les périodes de crise économique créent du chômage et de la précarité. Les cycles économiques n'existent pas naturellement. Il s'agit d'une manipulation volontaire permettant de favoriser la richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre. Il convient de comprendre que tout est organisé à partir d'un réseau de décideurs fonctionnant selon un schéma mafieux. La richesse d'un pays, qui devrait être équitablement répartie entre les habitants, est appropriée en quasi-totalité par ce réseau. Ce réseau serait le nouvel ordre mondial, un gouvernement planétaire qui déciderait de l'organisation de la société humaine dans sa globalité. Il serait issu de la lignée appelée la fraternité babylonienne, mais les origines remonteraient aux Sumériens. Tous les pouvoirs seraient entre les mains d'une poignée d'individus maléfiques et nuisibles. Lorsque le pouvoir oligarchique désire imposer plus de contraintes sur les populations, il lui suffit de laisser s'établir la violence, le terrorisme et le désordre ou de favoriser son établissement. Il pourra ensuite amener les solutions exigées par la situation. Cela lui permettra de mieux asseoir encore la suprématie de ses pouvoirs. Il renforcera ainsi les capacités régaliennes de la police et des armées afin de satisfaire aux revendications publiques, orchestrées par son pouvoir de l'information. Tous les systèmes d'information étant évidemment complètement sous son contrôle. Cette technique utilisée est appelée problème-réaction-solution. Le fonctionnement de la société humaine est totalement sous son contrôle. La manipulation des masses populaires est facilement réalisable puisqu'il suffit de la laisser dans une ignorance complète de tout ce qui est décidé au niveau du pouvoir.
Bien évidemment, des personnes parviennent à comprendre les pièges et à les esquisser, mais le pouvoir sait aussi qu'elles n'ont aucun moyen d'action. Il lui est extrêmement facile d'annihiler leurs éventuelles actions. Il a sous son contrôle tous les systèmes monétaires, tous les moyens économiques et il décide de la mise en place des représentants politiques. Il contrôle également les systèmes de santé, les systèmes d'approvisionnement alimentaire ainsi que les systèmes de recherche scientifique. Absolument tous les éléments faisant fonctionner la société humaine sont sous son contrôle. Il peut décider, quand il le veut, de créer un effondrement économique. La responsabilité en incombe aux populations qui ne cherchent pas à comprendre et qui se laissent enfermer dans un quotidien construit sur une totale insécurité du lendemain. Ce modèle de fonctionnement des masses populaires est réalisé par des États fascistes. Le pouvoir fasciste est mondialisé et se vérifie dans tous les États, même ceux qui se désignent comme démocratiques. Un contrôle mental sur les populations est ainsi maintenu depuis des millénaires. N'aurait-elle pas le choix? Elle ne cherche surtout pas à changer les choses. Cela pourrait devenir bien pire. C'est effectivement ce qu'elle pense. Les techniques de manipulation mentale sont toujours plus sophistiquées. Les structures utilisées sont partout identiques. Pourtant, il suffit de les connaître pour s'en préserver. Leur souci principal n'est surtout pas de procurer de la connaissance aux populations qu'ils dirigent, mais d'établir un endoctrinement spécifique et en adéquation avec leurs impératives nécessités de pouvoir toujours mieux régner. Une conspiration globalisée consiste à manipuler des événements pour convaincre les manipulés que l'oligarchie détient les solutions. Il suffit ensuite d'introduire le plan, qui a été organisé à l'avance et de le mettre en application avec l'accord démocratique des manipulés. C'est seulement la conscience de chacun qui peut intervenir, pour ne pas se laisser manipuler, dès lors que l'on peut comprendre comment fonctionne la manipulation. Comment s'établit le pouvoir suprême? La doctrine est simple. L'oligarchie, qui s'est installée au fil des siècles, fonctionne par la transmission des pouvoirs. Lorsqu'on comprend leur mode de fonctionnement, on peut s'apercevoir qu'il n'a aucune splendeur. Lorsque leur plan mis en place fonctionne, il leur suffit d'en récupérer les avantages. Les complications pour eux commencent là. En effet, le partage du butin ne se fait pas aussi simplement. Il convient de comprendre que ce sont des personnages avides de pouvoirs et de privilèges et que pour en détenir davantage ils n'hésitent pas ensuite à s'entretuer. Tous les moyens sont bons pour évincer toute personne devenue gênante dans l'accomplissement de leur mission. Ce sont des voleurs qui se volent entre eux. Leur système de compétition les entraîne dans des luttes sans partage. Mais ils n'hésitent pas à se réunir à nouveau pour de prochains larcins. Le pouvoir oligarchique n'est rien d'autre qu'un système mafieux qui a établi ses règles et qui l'impose à la société humaine qu'il dirige. Aurait-il des origines reptiliennes, extraterrestres, ainsi que certaines personnes le suggèrent? Encore une toute autre conscience. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 2. Les conséquences. Quelles seraient les conséquences de la mise en place d'un revenu de base? La subsistance garantie pour tous, les exclus, les artistes, les indépendants, les jeunes entrepreneurs, les militants associatifs, les bénévoles, les citoyens investis dans la vie de leur quartier, les développeurs informatiques, les jeunes étudiants, en recherche d'emploi ou de formation, etc. Une nouvelle manière d'aborder le travail. Le travail se réduit-il aux activités dont on peut tirer une rémunération? Celles-ci sont-elles les seules activités qui créent de la richesse? Peut-on toujours dégager un salaire pour le travail ou les activités qui sont vecteurs de richesse, et notamment de richesse sociale, le développeur informatique qui crée des logiciels libres, le militant qui se mobilise pour développer l'animation et le lien social dans son quartier, le bénévole d'une association sportive ou caritative, les parents qui se mobilisent collectivement, l'entrepreneur dont le projet est en germe, l'artiste ou tout simplement le citoyen qui souhaite participer à la vie de la cité. Mettre en place un revenu de base, c'est donner le choix à chaque individu de s'engager dans des activités auxquelles il donne du sens, et qui donc seront des activités productives de sens lorsqu'elles ne sont pas productives économiquement. C'est donc un puissant catalyseur, un formidable investissement dans de nouvelles activités, vectrices de richesse économique et sociale.
C'est aussi un moyen pour que chacun puisse aborder le travail de façon plus sereine, sans peur du chômage. Il est prouvé en outre qu'un individu agissant par peur, chômage, précarité, soumission à une autorité, soit amené à des comportements d'évitement, abuser du système, grappiller des avantages, alimenter la concurrence, et à des somatisations, coûts sanitaires du stress au travail, tandis que celui qui choisit, qui participe, est plus investi et donc plus efficace avec un minimum d'énergie et de tensions individuelles ou collectives. Un jeune grandira plus sereinement, sans les angoisses de chômage, de régression sociale, véhiculées par ses parents, par les médias, par l'école. Nous pouvons donc raisonnablement en attendre de larges économies dans le coût de la santé, déjà prouvé lors des expérimentations en Namibie, en Inde, le coût social, accompagnement de la précarité, réparation et gestion de la délinquance, le coût éducatif, etc. La suppression des trappes à inactivité. Dans un système d'allocation soumis à des conditions de ressources, il n'est pas toujours avantageux d'accepter un emploi lorsque cela induit une perte de notre allocation. Premier exemple, accepter un emploi rémunéré 500 € induit une baisse de 190 € de RSA. Deuxième exemple, en acceptant un emploi saisonnier court, on perd son RSA. Une fois son contrat terminé, les démarches nécessaires pour récupérer le RSA peuvent être longues et induire un mois de carence, au point de dissuader d'accepter cet emploi saisonnier. Une solution au problème du non-recours au RSA. Aujourd'hui, un tiers des ménages éligibles au RSA socle et 2/3 des personnes éligibles au RSA activité, complément de revenus pour ceux qui ont un salaire modeste, ne le demandent pas. La lourdeur des démarches administratives et la stigmatisation qu'elles impliquent n'y sont pas pour rien. Aussi, bon nombre de ces ménages ne savent pas qu'ils ont droit au RSA activité. Le revenu de base étant distribué automatiquement, il supprime le non-recours et permet ainsi déjà de réduire la pauvreté et les inégalités. Une simplification du système de sécurité sociale actuel avec, pour corollaire, une diminution des frais administratifs. On évite par exemple le phénomène du trop perçu, véritable fléau qui mine le système du RSA, accroît l'incertitude des pensionnaires et la pression sur les fonctionnaires de la CAF, les trop perçus, symptôme de l'échec du RSA. Les agents sociaux ne sont plus réduits à vérifier des dossiers, mais accompagnent bien des personnes dans leur parcours particulier. L'individualisation de la sécurité sociale, le revenu de base est donné à l'individu sans tenir compte de sa situation familiale ni conjugale ni de son mode de cohabitation. Ainsi, dans un couple ou dans une famille, mais aussi dans une colocation, chaque adulte perçoit son revenu de base. Au contraire, dans le cas du RSA par exemple, une personne seule reçoit 425 € en 2013, forfait logement et APL exclus, tandis qu'un couple reçoit 609 €. Un revenu de base pour tous, la solution pour éradiquer la pauvreté. Le gouvernement finlandais a annoncé vouloir mettre en place un revenu de base pour tous les citoyens du pays. Solution pour une économie en crise ou simple effet d'annonce? Fausse bonne idée ou révolution? L'instauration du revenu de base, ou revenu universel, fait son chemin dans les cercles de la pensée économique et gagne peu à peu les politiques. Ce mois-ci, lors de son discours de politique générale, le nouveau Premier ministre finlandais, Juha Sipilä, a lancé une petite bombe en déclarant vouloir instaurer un revenu à tous les citoyens, sans condition de ressources, d'environ 1 000 €. Si les détails de la loi restent flous et que l'application de la réforme paraît encore loin, Juha Sipilä relance néanmoins une idée pas si nouvelle qui ne s'est jamais vraiment imposée dans le débat public. Pourtant, l'idée jouit d'une certaine popularité auprès des citoyens, près de 8 Finlandais sur 10 soutiendraient le projet du Premier ministre. Même dans l'Hexagone, c'est près de 2 Français sur 3 qui seraient en faveur de l'instauration d'un revenu de base, selon un sondage IFOP de mai 2015. De plus, l'idée est autant plébiscitée par des intellectuels de gauche que par des libéraux, mais moins par les partis politiques qui s'y intéressent pourtant en coulisses. Le revenu de base, qu'est-ce que c'est? Le principe est simple. Il s'agit de verser à chaque citoyen un revenu sans aucune condition. Riche comme pauvre, tout le monde reçoit exactement la même somme indépendamment de leur salaire. L'idée étant de permettre à tous les citoyens de vivre décemment et d'éradiquer la pauvreté des sociétés riches. Mais les difficultés commencent lorsque l'on se plonge dans son application.
Car en fonction des personnes qui le défendent et des mises en œuvre proposées, le revenu de base change complètement de sens. La proposition du Premier ministre finlandais, par exemple, est très ambitieuse, 1 000 € par mois est une somme importante, même pour certains défenseurs français du revenu de base. Elle est surtout trop floue, explique Jean-Éric Yafil, doctorant en économie et membre du mouvement français pour un revenu de base. Les projets de revenus de base sont très différents les uns des autres, le Premier ministre finlandais s'est enfermé en voulant contenter tout le monde, c'est-à-dire à la fois ceux qui souhaitent augmenter l'autonomie des travailleurs comme ceux qui veulent simplifier à l'extrême le système de protection sociale. Mais, du coup, il donne l'impression lui-même de ne pas trop savoir où il veut aller. Jean-Éric Yafil explique, en fait, parler du revenu de base en tant que tel n'a pas vraiment de sens, il faut surtout parler des propositions concrètes d'application. Révolution sociale ou grande simplification, des projets radicaux. Souvent qualifié d'utopiste par ses détracteurs, le revenu de base est vu par certains de ses défenseurs comme un outil pour mettre à bas le système capitaliste. C'est la position défendue par l'universitaire Baptiste Milondo qui voit dans le revenu de base l'opportunité d'en finir avec ce que les économistes appellent la valeur travail. C'est-à-dire le fait que seuls les travailleurs, par leur salaire, sont considérés comme des créateurs de richesse. En recevant un revenu de base, les gens pourraient ainsi s'adonner à des activités improductives, bénévolat, activités artistiques, dans le système capitaliste et ne plus être considérés comme improductifs. Problème, cette vision radicale du revenu de base implique la mise en place d'un système d'imposition très sévère sur les hauts revenus dont la mise en œuvre politique risque d'être compliquée à expliquer à une grande partie de l'opinion. Parmi certains défenseurs du revenu de base, on retrouve également des partisans de la grande simplification. L'idée serait d'intégrer toutes les prestations sociales existantes, allocations familiales, chômage, retraite, aide au logement, en une. Fini les démarches auprès de tel ou tel organisme, les calculs de points retraite ou en fonction des revenus de l'année précédente, le revenu de base serait déterminé à un niveau suffisamment élevé pour que chacun puisse vivre décemment et les gens seraient libres de travailler ou non pour compléter leurs revenus. Ce système pose problème, notamment au niveau des retraités, explique Jean-Éric Yafil. Comme ces derniers ne travaillent plus, des gens qui touchent aujourd'hui une retraite de 2 000 € ou plus devront désormais se contenter de ce que leur donne le revenu de base. Le doctorant en économie considère que ce revenu de base ne doit pas mettre en cause le principe des aides sociales spécifiques. La suppression de toutes les prestations en une seule serait un grand fourre-tout, les retraites ou les allocations familiales doivent permettre de répondre à un problème spécifique. Une simple réforme du RSA. Finalement, la réforme qui paraît la plus réaliste aux yeux de Jean-Éric Yafil serait celle qui viserait à gommer les défauts du RSA. Ce dernier prône pour l'extension automatique du RSA à l'ensemble de la population afin d'en éradiquer les effets pervers. Les chiffres officiels font état d'un taux de non-recours au RSA activité de 68%, cela veut dire que près de 7 personnes sur 10 qui y auraient droit n'y postulent même pas, analyse-t-il. Si on le généralise, le RSA perd ce côté stigmatisant et ceux qui ne pensent pas à le réclamer en disposeront. Mais quid des hauts revenus qui toucheront ce revenu alors qu'ils n'en ont pas besoin? Il y aura un système d'impôt qui fera que, finalement, ces personnes ne seront pas gagnantes dans ce système, explique Jean-Éric Yafil. À quoi bon mettre en œuvre une réforme de telle ampleur pour régler des imperfections actuelles? C'est un peu la critique que fait l'économiste Yannick Lorty, spécialiste du RSA, qui reconnaît la pertinence des idées du revenu universel, mais se demande si son application est la bonne solution. On a l'impression que, finalement, par des effets de transfert, cette réforme radicale dans son ampleur ne pourrait pas avoir tant d'effets que cela, explique-t-il. On nous promet beaucoup d'effets favorables, mais nous ne disposons d'aucun cas concret d'application, regrette-t-il, pensant qu'il est dangereux de faire table rase d'un système qui s'est construit sur le long terme. L'annonce du gouvernement finlandais pourrait donc crédibiliser, ou non, une idée qui souffre d'un manque d'expérimentation. Même si de son côté la Suisse a prévu d'organiser un référendum sur la question en 2016 ou encore la ville d'Utrecht, Pays-Bas, qui va tenter l'expérience à partir de janvier.
Cette proposition est aussi appelée revenu universel, revenu inconditionnel suffisant, revenu d'existence, revenu minimum d'existence, revenu social garanti, allocation universelle, revenu de vie, revenu de citoyenneté, revenu citoyen, dotation inconditionnelle d'autonomie, ou dividende universel. Elle est parfois confondue ou mise en opposition avec celle de salaire à vie ou salaire universel, imaginée initialement par Bernard Friot et promue notamment par le réseau Salariat. Certaines définitions du revenu de base sont plus restrictives et impliquent par exemple un montant minimum permettant de satisfaire les besoins primaires d'une existence, ou de remplacer les transferts sociaux. Ces termes sont parfois aussi repris pour des mesures qui, proches de l'impôt négatif, versent cette allocation selon la situation des ménages, ou qui incluent des contreparties, et qui ne sont donc pas des formes de revenus de base selon la définition du bien. Le revenu de base a été expérimenté notamment au Canada, en Inde ou en Namibie. L'Alaska a mis en place l'Alaska Permanent Fund, une forme particulière de revenu de base financé par les revenus miniers et pétroliers de l'État. Le revenu de base est défendu au niveau mondial par des politiques allant des altermondialistes aux libertariens, des universitaires, des personnalités et des associations notamment regroupées au sein du bien. Parmi les arguments invoqués pour sa mise en œuvre on trouve les principes de liberté et d'égalité, la réduction voire élimination de la pauvreté, le combat pour des conditions de travail plus humaines, l'amélioration de l'éducation, la réduction de l'exode rural et des inégalités régionales. Le revenu de base peut aussi être justifié comme un dividende monétaire ou crédit social reçu par chacun lié à la propriété commune de la terre et à un partage des progrès techniques reçus en héritage. Cette mesure permet aussi de lutter contre le chômage et d'améliorer la flexibilité du marché de l'emploi, en luttant contre les trappes à pauvreté créées par les mesures de type revenu minimum ou impôt négatif. Selon Liemoang Gog, deux branches existent pour l'allocation universelle, une marxiste et une libérale. La branche marxiste s'inspirerait des Grundrisse, ces textes où Karl Marx imagine le développement d'une société où l'humanité sera sortie du salariat et où les machines seules assureront la création de richesses, qui seront reversées sous la forme d'un revenu socialisé universel. La branche libérale, considérant qu'il convient d'accorder une certaine somme d'argent aux citoyens, tantôt filet de sécurité, tantôt capital de départ, pour qu'ils puissent consommer et participer à la vie de la société. À chacun, ce faisant, d'organiser ses dépenses comme il l'entend. Des montants adaptés doivent permettre de vivre décemment du seul revenu de base. Certaines incertitudes sont toutefois soulevées par Jacques Marseille, sur la participation au travail et sur les nécessités de financement. Le pari de l'allocation universelle est que l'insertion sociale ne peut se construire sur la contrainte, mais sur la confiance placée dans les bénéficiaires de ce nouveau droit. Une utopie, sans doute, pour tous ceux qui n'accordent aucune confiance aux individus et pensent que seule la contrainte de gagner son pain à la sueur de son front est le meilleur garde-fou contre la paresse. Un pari sur l'intérêt et la nature humaine pour tous ceux qui pensent au contraire qu'un individu préférera toujours cumuler ce revenu à un autre salaire, surtout quand ce salaire correspondra à un travail qu'il aura librement choisi. Des montants faibles sont donc plutôt libéraux et peuvent être liés à une privatisation de l'éducation, de la santé et tous les autres services publics. Ils pourraient être présentés comme l'agrégation de dispositifs tels que le chèque éducation ou le chèque santé. Jean-Pierre Mon alerte sur ces propositions en ces termes. Un revenu d'existence très bas est, de fait, une subvention aux employeurs. Elle leur permet de se procurer un travail en dessous du salaire de subsistance. Mais ce qu'elle permet aux employeurs, elle l'impose aux employés. Faute d'être assurés d'un revenu de base suffisant, ils seront continuellement à la recherche d'une vacation, d'une mission d'intérim, donc incapables d'un projet de vie multi-active. Les partisans d'une allocation universelle souhaitent lui attribuer un montant faible et identique pour tous les êtres humains résidents, alors que les partisans d'un revenu de base plus élevé modulent leurs propositions sur une partie de la population comme les seuls adultes, les qualifications de la personne, ou encore, des montants différents en fonction de l'âge. En France, les propositions sont variées, le montant indiqué étant le plus élevé de la liste.
En Allemagne, selon le modèle de l'ancien président du Conseil des ministres de Thuringe, Dieter Alto, CDU, l'allocation universelle coûterait annuellement à l'État 583 milliards d'euros, mais ce système est alors conçu comme venant en remplacement de l'actuel système d'aide sociale, qui coûte 735 milliards. Donc l'allocation universelle selon le modèle altosien serait moins coûteuse pour les finances publiques que le système actuel. Certains considèrent que l'allocation universelle devrait être alimentée par un prélèvement économiquement le plus neutre possible, en particulier pour ne pas peser de façon trop ciblée sur le coût du travail, afin de préserver la compétitivité de la zone concernée. Un autre type de financement de cette allocation universelle se ferait notamment par une imposition sur les revenus et sur la consommation, TVA. Ainsi, tous les ménages, y compris les plus pauvres, paieraient un impôt. D'une manière générale, il n'y a pas de raison de créer un impôt spécifique pour financer l'allocation universelle, il suffit de la faire financer par l'État selon le principe de non-affectation des ressources aux dépenses. Marc de Basquiat développe une proposition selon laquelle l'allocation universelle prend la forme d'une réforme de l'impôt sur le revenu qui serait transformé en IURR, impôt universel de redistribution des revenus. Les 280 milliards d'euros de la redistribution actuelle seraient redirigés vers un impôt négatif versé à tous, avec un montant variable selon l'âge, financé par un prélèvement uniforme de 30% sur tous les revenus. Pour Philippe Van Parijs, le financement de l'allocation universelle doit contribuer à l'équité et diminuer les inégalités. Doivent être taxés les dons et héritages, la pollution et les revenus marchands. En effet, la pollution détériore le sort des générations futures, alors qu'elle est principalement le fait des couches les plus aisées. L'emploi est devenu une ressource rare et très inégalement répartie. Majoritairement, il fournit des avantages directs et indirects enviables. L'équité exige que la valeur des privilèges attachés à l'emploi soit égalitairement distribuée. D'où la taxation des revenus professionnels, et plus largement de tous les revenus marchands. Selon le modèle du crédit social, le coût serait nul, l'allocation n'étant que la répartition équitable de l'augmentation de la masse monétaire nécessitée par la croissance de la valeur des biens et services échangés. Ce modèle nécessite toutefois, pour être réalisé au sein de la monnaie étatique, réappropriation par l'État de la fonction régalienne de création monétaire. Plus récemment, le journaliste et économiste Anatole Kaleski défend l'idée selon laquelle les banques centrales devraient faire de l'assouplissement quantitatif pour le peuple, plutôt qu'à travers le système bancaire, en rachetant des actifs financiers. Selon cette idée, la banque centrale pourrait injecter de la nouvelle monnaie dans l'économie directement en versant de l'argent dans les comptes bancaires des citoyens. Selon lui, il se pourrait que cette proposition gagne du terrain prochainement. Différents mécanismes basés sur la compensation des externalités négatives ont été proposés. Pour Peter Barnes, les biens communs, tels que les ressources naturelles, les services écologiques, les biens culturels, la solidarité, etc. devraient, pour les mettre à l'abri d'une appropriation, être propriétisés et leur gestion confiée à des fiducies. Le but de ces fiducies serait de maintenir au moins la valeur de ces biens pour les générations futures et de distribuer le surplus à la génération présente. Pour 11 Commons, le marché des droits à polluer, Cap and Trade, est un système moins efficace qu'un système de dividendes universel financé par les droits à polluer, Cap and Dividend. C'est un mécanisme de ce type qui est utilisé par l'Alaska. Le concept d'allocation universelle est soutenu par une réflexion philosophique face aux défis posés par la pensée libertarienne à la théorie de la justice, 1971, soutenue par John Rawls. L'un de ses défenseurs, Philippe Van Parijs, affirme ainsi qu'elle est un moyen de soutenir, d'un point de vue de gauche, une position réelle libertarienne, qui défendrait une liberté réelle, et non pas simplement formelle comme elle le reste pour les auteurs libertariens classiques, maximale pour tous, c'est-à-dire, en accord avec le principe rawlsien de différence, avec la liberté réelle maximale pour les plus faibles. Selon Van Parijs, elle permettrait à chacun de disposer des libertés possibles les plus étendues qui soient, en permettant à la fois à chacun de se vendre sur le marché du travail s'il le désire ou d'agir autrement s'il le préfère. Ces défenseurs considèrent que l'allocation universelle entraînerait une évolution de la relation contractuelle entre les salariés et leur employeur,
plus aucun salarié n'étant dans la situation de devoir accepter n'importe quel emploi pour gagner de quoi vivre, les salariés pourraient plus librement négocier leur contrat, ce qui conduirait à la suppression des mauvais emplois, tout en luttant contre les conditions de travail inhumaines. Pour remplir cet objectif assigné aux revenus de base, Guillaume Allègre, économiste de l'OFCE, préconise plutôt l'augmentation des minima sociaux ou un renforcement de l'assurance chômage. De fait, le système de protection sociale actuel a les mêmes effets que le revenu de base, avec des fondements qui semblent plus solides. Les minima sociaux ont également pour effet d'augmenter le salaire de réservation des bas revenus. Avec le RSA activité, les minima sociaux sont déjà cumulables avec les revenus du travail, ce qui permet de lutter contre les effets de trappe. Allègre, 2011. L'absence de conditions liées au versement de l'allocation universelle est en accord avec le principe du respect de soi de Rawls de ne pas stigmatiser les bénéficiaires de l'allocation. Des allocations telles que le revenu de solidarité active, RSA, permettent, en principe, d'éviter les effets de seuil conduisant à des situations d'un travailleur pauvre, mais n'évitent pas le second écueil, puisqu'elles portent atteinte, selon Parige, au respect de soi et à la liberté individuelle en obligeant son bénéficiaire à chercher un travail, et donc à se dédier à des activités rémunérées par le marché du travail plutôt qu'à d'autres activités bénévoles ou jugées non rentables, mais gratifiante et ou utile au bien commun. Ce revenu permettrait également la mise en œuvre de projets dont la rentabilité est incertaine ou ne s'observe que sur le long terme, comme la formation, la création d'entreprises ou l'activité artistique. L'allocation universelle mettrait fin par exemple au problème des personnes en fin de droit d'allocation chômage et à la surveillance des personnes bénéficiant de ces allocations pour vérifier que la personne cherche effectivement un emploi, qui peut être vécu comme une atteinte à la vie privée pouvant provoquer des humiliations et du stress. Le même argument est défendu par l'entrepreneur allemand Götz Werner qui parle de la perte d'une partie des droits de l'homme pour les bénéficiaires du système allemand, Hartz IV, qui implique l'acceptation forcée de toute offre d'emploi. Il souligne aussi dans une interview que le niveau de subvention est parfois plus élevé que le minimum social pour les plus riches qui profitent d'activités soutenues par l'État comme l'opéra. Le cumul de l'allocation universelle avec les revenus implique qu'une tranche de la population bénéficiera de cette aide tout en travaillant, mais ne sera pourtant pas ou peu imposable. Selon la situation antérieure et selon le type de financement, ce fait peut mener à un surcoût pour l'État que détaille le schéma ci-contre. Y+ représente, avant allocation universelle, le revenu brut maximal non imposable. Au-delà de ce seuil de revenu, les travailleurs participent à la collecte nationale par le biais de l'impôt sur le revenu. La droite rouge représente la situation des revenus après mise en place de l'allocation. Si des travailleurs bénéficient de revenus tout en jouissant de cette aide universelle, ils pourront bénéficier d'un revenu net qui dans la situation antérieure aurait été imposé. Tant que leur revenu ne dépasse pas, le revenu net, salaire plus allocation moins impôt, sera supérieur au salaire brut. Cela entraînerait une augmentation relative des bas revenus et donc un tassement de la hiérarchie des salaires. Une diminution du seuil d'exonération fiscale pourrait limiter cet effet. La mise en place de l'allocation universelle peut, selon les schémas envisagés, entraîner une augmentation des impôts versés par les plus riches, qui finalement ne verront donc pas leurs revenus augmenter. De son côté, Guillaume Allègre, économiste de l'OFCE, attire l'attention sur le coût qu'impliquerait le revenu de base sur les plus hauts revenus. Le coût pour les plus hauts revenus, fonction du montant du revenu de base, est triple. Il doit financer le revenu de base lui-même, l'éventuelle baisse de l'offre de travail et l'éventuelle hausse des bas salaires. Les transferts opérés par un revenu de base suffisamment élevé étant potentiellement très importants, il est indispensable que les fondements de cette politique soient solides. Les arguments en faveur d'un mécanisme d'allocation universelle peuvent sembler contradictoires, si certains cherchent à faciliter l'accès de tous à l'emploi en supprimant les trappes à inactivité, les autres parlent de libérer l'homme de la nécessité de l'emploi. Le Québécois Graolx en conclut, on se trouve devant un paradoxe, où le revenu universel est justifié à partir de cadres idéologiques opposés, il devient capable d'engendrer des avantages eux-mêmes opposés, sinon contradictoires.
L'un des effets de l'allocation universelle serait de réduire un désengagement attribué au système classique d'assurance sociale ou de prestations sociales, qui conduisent à des trappes à inactivité, décourageant les individus de chercher un emploi rémunéré lorsque le montant des rémunérations est inférieur au salaire de réserve. En effet, les prestations sociales actuelles sont diminuées, voire supprimées lorsque les revenus du travail augmentent, pouvant conduire dans certains pays à des situations absurdes où l'individu a parfois financièrement intérêt à ne pas accepter un travail, principalement des emplois à temps partiel. Alors qu'avec le revenu de base l'individu conserve en permanence son revenu et en acceptant un emploi, ses revenus vont augmenter. C'est pour cette raison que les partisans du revenu de base affirment qu'il faciliterait l'ascension sociale. De plus, l'effet réel de ces supposées trappes à inactivité est toutefois contesté, d'abord parce que l'intérêt économique n'est pas le seul mobile gouvernant la recherche d'un emploi, qui obéit aussi à des enjeux de reconnaissance sociale. Ainsi, un tiers des bénéficiaires du RMI en France qui reprennent un emploi n'y ont pas intérêt, économiquement parlant, et le font pour d'autres raisons. La seule prise en compte de l'intérêt économique dissimule d'autres aspects du problème, tels que les contraintes familiales, dues notamment à l'absence d'accompagnement vers et dans l'emploi, aux difficultés de mode de garde et aux contraintes de santé ou de transport. Ce genre de problème ne se reproduirait plus avec le revenu de base, car travailler n'étant plus une obligation, chaque individu, obtenant le droit de se reposer, ne va plus accepter un emploi sous la pression sociale, mais selon son propre choix. Ce genre de situation, selon les partisans du revenu de base, est un exemple de la liberté donnée à chacun grâce au revenu de base. Pour eux, l'homme n'est jamais complètement libre s'il ne peut choisir son travail. Mais en réduisant l'incertitude sur les revenus futurs, l'allocation universelle jouerait selon certains de ses partisans comme un filet de sécurité favorisant la prise de risques individuels et le lancement dans des projets non rentables à court terme. Au bout de quelques mois d'expérimentation d'une allocation universelle en Namibie dans un village, le chômage a diminué et les revenus des habitants du village ont augmenté de 29%, soit plus que le revenu supplémentaire octroyé par le programme, grâce aux micro-entreprises qui se sont mises en place. Une proportion plus ou moins grande de la population déciderait que l'allocation universelle leur suffit et cesserait de chercher un emploi ou quitterait son emploi, favorisant ainsi le temps libre, les activités artistiques, philosophiques, voire scientifiques, ainsi que le bénévolat. Cela permettrait également, puisque travailler est une contrainte moins forte, une réduction du temps de travail pour ceux qui le souhaitent et une mise en valeur des horaires réduits. Certaines activités, la recherche par exemple, n'étant pas souvent rentables à court terme en termes de production pour une entreprise, mais bénéfiques pour la société à long terme, elles ne sont pas stimulées par la loi de l'offre et de la demande. Selon les partisans de l'allocation universelle, la société aurait tout intérêt à parier sur la participation des individus à son progrès en leur libérant du temps pour leurs activités personnelles et en leur garantissant les moyens de subsister, considérant que l'activité salariée n'est pas tout dans l'évolution de la société. Certains partisans arguent également que dans l'histoire de l'humanité, on n'a quasiment jamais vu de grands groupes d'êtres humains totalement inactifs, et font remarquer que certaines activités peuvent être considérées comme néfastes, même si elles sont économiquement rentables comme la vente d'alcool, la fabrication d'armements ou l'exploitation du pétrole. Dans le programme Income au Canada, seul 1% des hommes, 3% des femmes mariées et 5% des femmes non mariées ont arrêté de travailler après la mise en place de l'allocation. Dans un sondage en Allemagne, 60% des personnes interrogées disent qu'elles ne changeraient rien à leur mode de vie si elles touchaient le revenu de base, 30% travailleraient moins, ou feraient autre chose, et 10% répondent « d'abord dormir, ensuite on verra ». En revanche, 80% se disent persuadés que les autres ne travailleront plus. Selon la plupart de ces défenseurs, l'allocation universelle a vocation à remplacer un grand nombre d'aides sociales existantes, permettant ainsi de surmonter les nombreuses difficultés administratives associées aux prestations sociales classiques, telles que la détermination de la période de référence pour le calcul des ressources ou encore le non-recours aux prestations sociales. Aucun critère n'étant requis pour en bénéficier, le revenu de base entraînerait également la suppression des postes de fonctionnaires chargés du contrôle de la situation des bénéficiaires, qui pourraient être réassignés à d'autres tâches ou simplement renvoyés. Comme d'autres formes d'aide sociale, l'allocation universelle exerce la solidarité par l'attribution d'un pouvoir d'achat plutôt que la fourniture de services publics.
Par conséquent, certains auteurs pensent que le versement de l'allocation universelle peut conduire à confier à des institutions privées des prestations qui auraient été gérées par l'administration normalement, exemple de la sécurité sociale dont la fonction serait remplacée par des sociétés d'assurance privées. Selon cette logique, tous les services publics seraient privatisables, les citoyens comptant sur le revenu de base additionné à leur propre revenu du travail pour se les payer, et la sphère publique serait elle aussi réduite à ses fonctions régaliennes. Exemple schématique à partir du budget de l'État français en 2013. Les dépenses du budget général de l'État français sont de 395 484 millions d'euros, 1 903 061 ETPT. Si l'on n'y conservait que les postes de dépenses des ministères régaliens, Défense, Affaires étrangères, Justice, Intérieur, Finances, il tomberait à 804 839 ETPT, soit environ 167 257 millions d'euros. En incluant les fonds de concours, 3 320 millions d'euros, et en déduisant les remboursements et dégrèvements, 96 164 millions d'euros, il descendrait à 74 413 millions nets. Si, à prélèvements inchangés, les recettes nettes demeurent à 240 016 millions d'euros, il en résulterait un excédent de 165 603 millions à partager entre les 65 543 000 citoyens, c'est-à-dire 2 527 euros par personne et par an. Évidemment, l'État n'accorderait en contrepartie aucun autre service public que ceux précédemment mentionnés, ce qui renchérirait d'autant le coût de la vie en conséquence. Autre exemple plus parlant, les 457 milliards de recettes de la sécurité sociale réparties de la même façon aboutiraient à une allocation de 6 972 euros par personne et par an afin de s'assurer contre les risques sociaux auprès d'assureurs privés. Additionné aux chiffres précédents, cela donnerait 9 500 euros par an soit 792 euros par mois par personne. Et cet exemple n'inclut pas la part des collectivités territoriales. Tout cela donne un aperçu d'une autre manière d'organiser la solidarité nationale. Néanmoins, cette vision d'un revenu de base qui se substituerait à la totalité des prestations sociales et des services publics est loin de faire l'unanimité entre les défenseurs de l'idée. La complexité croissante du système socio-fiscal forme une contradiction avec l'essence de la démocratie, le peuple censé gouverner la cité est de facto mis hors jeu, à commencer par les moins informés. La simplicité d'un mécanisme d'allocation universelle permet de restaurer les conditions d'un débat démocratique, portant sur les paramètres du système comme le niveau de l'allocation et le taux de prélèvement. La société s'affaiblit dans son fonctionnement démocratique lorsqu'elle se donne moins les opportunités de mettre en place une grande discussion sur les critères de justice. Le regard des citoyens est très aiguisé pour évaluer toutes les différences de situation avec leurs voisins. Il y a donc deux choix possibles. Soit celui de l'opacité, et c'est le choix dans lequel beaucoup de sociétés se sont en fait engagées avec des politiques de réduction fiscale, qui sont défendues en mettant en avant les effets macroéconomiques bénéfiques qui sont supposés en résulter. Soit à l'opposé le choix que j'appellerais le choix du développement démocratique. Repenser l'impôt ce n'est donc pas simplement repenser un mode de prélèvement, c'est renforcer la démocratie. L'aide sociale actuelle est destinée surtout à venir en aide aux personnes qui sont pauvres, car elles ne sont plus productives, les vieux et les infirmes. En revanche, il n'existe pas réellement de dispositif pour aider ceux qui sont pauvres parce qu'ils ne sont pas encore productifs, les jeunes et les immigrés peu qualifiés, alors que selon les économistes, il serait profitable pour le pays de permettre leur entrée sur le marché du travail. Les revenus issus du système d'aide sociale actuel varient ainsi en fonction de particularités individuelles. Vu l'absence de prise en compte des situations individuelles, l'aide étant universelle et inconditionnelle, l'allocation universelle n'a pas l'effet pervers de tous ces systèmes, c'est-à-dire l'existence d'ayants droit ne touchant pas l'aide parce qu'ils ignorent l'existence de celle-ci, ou ne sachant pas qu'ils y ont droit, ou étant dans l'incapacité de prouver que leur situation leur donne droit à l'aide. Par ailleurs, la sphère privée en serait protégée. C'est ce caractère universel, inconditionné et individualisant de l'allocation universelle qui la distingue de l'impôt négatif proposé par Milton Friedman. Il est important, par conséquent, que le revenu minimal garanti puisse assurer la maximisation de la liberté réelle dans ses dimensions de revenus et de pouvoir sans porter atteinte à ce respect de soi, minutieusement décrit dans la théorie de la justice, section 67, comme le contraire de la honte.
Pour cela, il est essentiel qu'il soit attribué sous une forme qui n'en stigmatise pas, n'en humilie pas les bénéficiaires et qui se fasse donc, en particulier, sans contrôle des ressources, contrairement à ce qui se passe, par définition, en cas d'impôt négatif, et sans contrôle de la vie privée, requis pour vérifier, par exemple, le statut d'isolé ou de cohabitant. L'allocation permettrait par exemple une plus grande égalité des chances entre étudiants, si certains doivent travailler pendant leurs études. Beaucoup de pays assurent une aide économique pour les personnes en précarité, et tiennent compte de la situation familiale. Par exemple en France, le RSA peut varier fortement. Considérant les économies d'échelle réalisées par la vie en ménage, le soutien économique de la personne en couple est minoré, proportionnellement à celui d'une personne seule. Ces effets sont pris en compte par la notion d'unité de consommation, UC, qui permet de comparer le niveau de vie de ménages de structures différentes. Il existe différentes échelles, celle définie par l'OCDE affecte un UC pour le premier adulte du ménage, et 0,3 UC par enfant de moins de 14 ans et 0,5 UC pour les autres personnes. Selon la définition du revenu de base, il est versé à chaque individu indépendamment de la situation matrimoniale. La vie en couple porterait donc des avantages par rapport au célibat. Cet effet peut être contré par une modification du taux d'imposition des ménages en fonction de leurs caractéristiques, le surcoût ne perdurerait donc que pour les ménages non imposables. On peut aussi considérer que la cohabitation, que ce soit en couple ou en colocation, est un choix de vie personnelle, qui n'a pas à être favorisé ou sanctionné par les pouvoirs publics. Par ailleurs, les hommes ou femmes au foyer disposeraient d'un revenu propre qui ne serait pas dépendant de celui de leur conjoint, acquérant ainsi autonomie au sein du ménage ainsi qu'un statut social reconnu et véritable, puisqu'indépendant du marché de l'emploi. Pour les familles avec enfants, l'allocation universelle aurait vocation à se substituer aux allocations familiales. Si les mineurs ne perçoivent pas d'allocation universelle, les familles seraient défavorisées par rapport aux personnes sans enfants. A contrario, si le revenu de base était identique pour les enfants et les adultes, celle-ci bénéficierait d'un pouvoir d'achat surévalué, les coûts d'un enfant étant plus faibles que ceux d'un adulte. Le montant du revenu de base versé aux mineurs sera donc vraisemblablement fixé en fonction de la politique familiale poursuivie. Par exemple, une allocation élevée pourra être motivée par une relance de la natalité, dans le cas des pays développés à la démographie vieillissante, l'allocation étendue aux enfants assurerait alors un revenu supplémentaire aux familles. Certaines propositions d'allocation universelle remplacent le système du quotient familial. En effet, ce système permet aux familles d'avoir, pour un nombre donné d'enfants, une réduction de leur impôt sur le revenu, d'autant plus élevé en valeur, que leurs revenus et donc leurs impôts sont élevés. Cette réduction d'impôt équivaut en fait à une allocation, laquelle profite en valeur absolue davantage aux familles riches, même si ce n'est pas en proportion des impôts payés. Dans le cas où le niveau d'aide économique reçu par un foyer monoparental est inchangé, la mise en place de l'allocation universelle augmenterait surtout les revenus des foyers de couples en précarité. Les familles biparentales seraient favorisées par rapport aux familles monoparentales. Certains libéraux tels qu'Alain Wolf-Elsperger posent la mesure du travail par l'emploi comme prérequis indispensable au versement de tout revenu, et jugent donc le revenu de base comme immoral. Ils y voient une remise en cause de la valeur travail. Le versement d'un revenu de base pourrait avoir un impact négatif sur le marché de l'emploi et inciter ses bénéficiaires à ne pas ou à moins s'employer. D'après certaines expériences menées sur quelques années, cet impact serait réel, mais pourrait cependant rester assez limité, tout du moins à court terme. L'économiste Jean-Marie Haribey, membre de l'association altermondialiste ATTAC, et détracteur de l'idée d'un revenu de base remarque, que si la collectivité versait un revenu de base, les entreprises paieraient d'autant moins leurs employés. Jean-Marie Haribey estime qu'un tel dispositif ne réduirait pas les inégalités, mais au contraire risquerait fort de conduire à une société encore plus duale. Il ne peut pas y avoir éternellement des droits sans que ceux qui en assument le coût ne puissent exiger en retour des droits équivalents. Si on me verse un revenu sans que je participe au travail collectif, eh bien cela veut dire qu'il y a des gens qui travaillent pour moi. C'est possible ponctuellement ou en cas de force majeure, mais pas sur toute une vie. Puisque selon lui il confond emploi mesuré et travail collectif, il estime que le financement proposé est vide de sens et parle de « vacuité théorique ».
Michel Husson, économiste, lui aussi membre d'Attaque, fait un parallèle avec les allocations logements qui sont exploitées par les propriétaires dans le but d'augmenter les loyers, un détournement qui réduit sensiblement l'effet de ces allocations. Cette comparaison compare l'économie du pays et la consommation au seul profit des propriétaires fonciers, sans considération pour la valeur produite par le travail et l'emploi. Selon Michel Husson, c'est le postulat initial du projet de revenu de base qui est erroné. Le sociologue Matteo Alaluf revendique une critique de gauche contre toute allocation universelle. Il avance que, remplacer un système de protection sociale financé principalement par les cotisations et reposant sur la solidarité salariale par une rente versée par l'État et financée par la fiscalité apparaît comme une machine de guerre contre l'État social, et précariserait l'emploi, ce qui explique le rejet de cette proposition par les syndicats de salariés. Le sociologue et économiste Bernard Friot, spécialiste des systèmes de protection sociale, qualifie le revenu de base de « roue de secours du capitalisme ». Pour lui, et pour le réseau salariat, ce projet est parfaitement compatible avec le système capitaliste et ne remet aucunement en cause ses aspects les plus destructeurs et lui offre même une nouvelle légitimité, le marché de capitaux étant nécessaire à son financement. Bernard Friot lui préfère le projet de salaire à vie qu'il juge, lui, authentiquement émancipateur. Bernard Friot consacre une partie du chapitre 9 de son ouvrage, Puissance du salariat, à expliquer les problèmes que pose l'idée de revenu inconditionnel qu'il considère comme une dérive symétrique de l'idée de capital humain. Il affirme aussi dans un article scientifique paru en 2013, puisque le conflit salarial a produit des institutions d'un émancipateur déjà là tel qu'il rend possible la sortie du capitalisme par attribution de tout le PIB à la cotisation à tous, d'une qualification personnelle, pourquoi régresser par l'instauration d'un revenu de base qui, laissant intact le marché du travail, la valeur travail et la propriété lucrative, s'inscrit comme correctif dans la domination capitaliste. Pour Samuel Zarka, chercheur en philosophie à l'Académie royale des beaux-arts de Liège et membre du réseau Salariat, à la différence du salaire universel, le revenu de base conduit à une situation où l'allocataire n'a aucune maîtrise du quoi et du comment de la production, qui reste le fait du propriétaire du capital. De son côté, le réseau Salariat a réalisé un comparatif des deux projets. Selon les travaux de Rudolf Steiner sur l'économie sociale, il s'agit de partir du « vrai prix » et non pas du revenu pour une société viable. Le « vrai prix » consiste à ce que le prix de la production permette au travailleur de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille jusqu'à ce qu'il ait produit de nouveau. De plus pour Steiner, nul ne devrait pouvoir accéder à la production des autres s'il ne produit pas lui-même, s'il est capable de produire. Ainsi un revenu de base inconditionnel ne prend en compte ni les besoins réels du travailleur par l'établissement du vrai prix, ni la nécessité de travailler pour pouvoir prétendre accéder à la production du travail des autres. Le sénateur brésilien Eduardo Matarazzo Suplicy cite comme ancêtre de ce concept Thomas More, l'auteur d'Utopia, 1516, son contemporain Juan Luis Vives dont la réflexion inspira les Porlos, Thomas Paine, instigateur du salaire minimum de vie, SMIV, à l'époque de la Révolution américaine, et l'anglais Thomas Spence, qui mêla les réflexions de Paine à celles du socialiste utopique Charles Fourier. Dans son livre Agrarian Justice, 1796, Paine évoqua l'idée d'une dotation inconditionnelle pour toute personne, homme ou femme, accédant à l'âge adulte et d'une pension de retraite inconditionnelle à partir de 50 ans. Selon lui, les hommes n'ont pas créé la terre. C'est la valeur des améliorations uniquement, et non la terre elle-même, qui doit être la propriété individuelle. Chaque propriétaire doit payer à la communauté un loyer pour le terrain qu'il détient. Dans son conte L'homme aux 40 écus de 1768, Voltaire imagine la valeur locative de l'ensemble des arpents du royaume répartis entre tous ses sujets, et tombe sur la somme de 40 écus. Son héros se débrouille tant bien que mal pour vivre avec cette somme, pauvre, certes, mais libre puisqu'affranchi de tout travail. Une autre description connue de l'allocation universelle date de 1848 avec la publication de la solution du problème social aux constitutions humanitaires du philosophe belge Joseph Charlier, inspiré par Fourier. L'utilitariste John Stuart Mill a aussi défendu le concept d'une allocation universelle, dans sa seconde édition des Principes d'économie politique, de même que Condorcet, le prix Nobel Bertrand Russell ou le lauréat du prix de la Banque de Suède James Edward Mead.
On a souvent justifié l'allocation universelle comme contrepartie à la propriété privée de la terre. Le philosophe anglais John Locke justifiait en effet l'appropriation de biens communs, comme la terre, et donc le droit de propriété en déclarant, entre autres, que seul un propriétaire privé aurait intérêt à la mettre en valeur, puisque selon Locke, le droit de propriété s'applique uniquement aux produits de son travail. Cependant, privatiser une terre implique d'exclure les autres êtres humains de l'accès aux ressources naturelles, si bien que, selon la clause lockéenne, la justice commande d'indemniser les gens pour la perte de leur droit à se livrer à des activités telles que la chasse, la pêche, la cueillette ou encore l'extraction des ressources naturelles minérales. En effet, la clause lockéenne exige que, lorsque quelqu'un s'approprie un objet, ils doivent en rester, selon la formule de Locke, suffisamment et en qualité aussi bonne en commun pour les autres. Par exemple, quelqu'un n'a pas le droit de s'approprier l'unique source d'eau dans un désert. Pour contourner ce problème, Robert Nozick affirme ainsi que, dans un tel cas, l'appropriation originelle d'un bien commun ne peut se faire qu'à condition de compenser les autres utilisateurs, de telle sorte que leur situation ne se détériore pas par elle-même. Cette idée est aussi connue sous le nom de crédit social ou dividende social depuis 1920, par les travaux de Clifford Douglas. Il ne s'agit pas de le financer par de la dette ni de lui allouer une valeur fixe, mais qu'il soit versé en création monétaire par la Banque centrale pour assurer la création monétaire nécessaire en rapport avec la croissance de l'économie. Ainsi il doit être nul en cas de décroissance. Le concept a été expérimenté par le programme Income dans les années 1970 à Dauphinville, Manitoba, au Canada. Les résultats de cette expérience, pendant longtemps non étudiés, ont finalement montré que la désincitation au travail y avait été très faible durant la durée de l'expérience, 4 ans. De plus, d'autres conséquences positives non attendues ont été observées, comme l'augmentation de la durée des études des jeunes, une baisse de la criminalité et des hospitalisations. Aux États-Unis, 4 expérimentations sociales ont eu lieu entre 1968 et 1982. Ces expérimentations visaient à tester les comportements des citoyens vis-à-vis du travail s'ils touchaient un revenu garanti. Les chercheurs observèrent une désincitation plutôt faible au travail. En 1976, l'Alaska a mis en place l'Alaska Permanent Fund, un fonds souverain dont le capital est basé sur les revenus miniers et pétroliers de l'État, et dont les revenus alimentent depuis 1982 un dividende universel versé le 30 juin de chaque année. En 1999, un référendum interdit à l'État d'utiliser une partie des revenus du fonds, 84% d'opposants. Le montant maximum versé a été de 2069 $ en 2008, le dividende 2012 a été de 878 $. Une expérimentation a été menée en Namibie, dans le secteur de Otjivro-Omitara, environ 1000 personnes à 100 km de Windhoek. Elle consiste à distribuer chaque mois pendant 2 ans, à partir du 1er janvier 2008, à chaque habitant enregistré 100 $ namibiens. Au bout de quelques mois d'expérimentation, la criminalité a baissé, la sécurité alimentaire de la population a augmenté, l'absentéisme à l'école a diminué, et des micro-entreprises se sont mises en place qui revitalisent le tissu économique et social du village. Globalement, les revenus des habitants du village ont augmenté de 29%, soit plus que le revenu supplémentaire octroyé par le programme. Le chômage a également diminué dans le village. Au Brésil, la loi 10.835, approuvée sous le gouvernement Lula, prévoit d'étendre progressivement l'application du programme Bolsa Familia, créé en 2003, jusqu'à instauration complète d'une allocation universelle. En février 2008, près d'un tiers de la population brésilienne bénéficiait de ce programme. En Catalogne, une ILP, Initiative populaire, est lancée depuis janvier 2013 pour que soit débattue au Parlement catalan la possibilité d'un revenu garanti de citoyenneté, RGC. Si le mouvement pour l'adoption de cette loi est composé de certains défenseurs locaux du revenu de base, Red Renta Basica, Justicia Hippo, ATTAC, le RGC n'en resterait pas moins une aide conditionnelle, qui répondrait à une situation de pauvreté, proche du RSA, revenu de solidarité active, en France. Le RGC ne peut donc pas être considéré comme un revenu de base, par nature inconditionnelle. Des membres du Congrès américain ont proposé la mise en place d'un tel revenu, en Irak, sur le modèle de l'Alaska Permanent Fund.
Soutenue par l'envoyé de l'ONU Sergio Vieira de Mello et la Banque mondiale, la mesure a été suspendue depuis la mort de Mello. En Suisse, l'initiative populaire fédérale, pour un revenu de base inconditionnel, lancée le 11 avril 2012 a rassemblé plus de 126 000 signatures sur les 100 000 nécessaires pour qu'une votation populaire soit organisée. Une initiative citoyenne européenne pour un revenu de base inconditionnel fut lancée le 14 janvier 2013. Elle devait rassembler 1 million de signatures en un an pour être examinée par la Commission européenne, soit une date limite fixée au 14 janvier 2014. En novembre 2013, il manquait encore plus de 850 000 signatures. Finalement, le million de signatures nécessaires ne sera pas atteint, malgré une intensification des participations au cours des dernières semaines de collecte. La ville d'Utrecht en Hollande est sur le point de mettre en place un système d'allocation universelle. Pour le moment à un stade d'expérimentation, les résultats seront déterminants pour juger de la passivité, ou de la responsabilité, des bénéficiaires face à leur activité professionnelle. Atlantico, à partir de cet automne, 250 concitoyens d'Utrecht en Hollande auront droit à un revenu unique qui remplacera les aides solidaires. Comment un tel système peut-il fonctionner dans des proportions plus importantes ? Jacques Bichot, l'allocation universelle, alias revenu d'existence ou allocation de vie, ou encore dividende social, revenu inconditionnel garanti ou revenu de citoyenneté, est une idée ancienne qui refait périodiquement surface. Ses origines remontent aux années 1920, époque où l'Écossais C.H. Douglas lança l'idée du crédit social, sorte d'allocation universelle financée par la création monétaire. Le mouvement pour le crédit social est toujours assez actif au Canada. En France, l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, R, et au niveau mondial le Basic Income Network, milite pour la mise en place d'une allocation universelle. Le principe est simple, chaque personne recevrait de l'État un montant mensuel déterminé, suffisant pour survivre, qui remplacerait toutes les prestations attribuées aujourd'hui en raison de la pauvreté ainsi que les prestations familiales, dans certaines versions, les allocations de chômage. La gestion de cette allocation universelle serait beaucoup plus simple que celle des multiples prestations qu'elle remplacerait, et personne ne se trouverait obligé de travailler dans des conditions indignes ou pour des objectifs qu'il réprouve, raison pour laquelle J.B. Jenney a intitulé Délivrer le travail, Latanor, 1978, le livre dans lequel il expose les vertus de ce projet. La justification la plus valable du revenu universel est que la production réalisée aujourd'hui doit beaucoup à un capital que nul ne doit posséder en propre, le stock de connaissances et de savoir-faire accumulés depuis les origines de l'humanité. C'est pourquoi certains de ses partisans parlent de dividendes, il s'agit de la rémunération d'un facteur de production autre que le travail, constituant la partie du capital utilisé pour la production des biens et services qui appartiennent logiquement à l'humanité entière. Cette rémunération devrait donc être répartie également entre tous ses membres. Le passage de la théorie, séduisante, à la pratique, n'est rien moins que facile. D'où doit venir l'argent qui va être distribué égalitairement à tout un chacun? Certains disent de l'impôt, ou de certains impôts, mais lesquels? D'autres veulent distribuer de la monnaie créée à cet effet, ce qui supposerait de ne plus avoir aucune autre source de création monétaire, donc plus de crédit bancaire. Et dans quel cadre faire fonctionner un tel système? Le niveau mondial serait le plus logique, mais dans l'état actuel des choses on voit mal la possibilité de donner la même somme à un Africain et à un Nord-Américain. Gaspard Koenig, il y a plusieurs manières de concevoir un système d'allocation universelle, qui reflète des positions idéologiques différentes. L'extrême gauche voudrait un revenu fixe, le même pour tout le monde, qui se surajoute au reste des revenus. Les libéraux conçoivent quant à eux un impôt négatif, garantissant à chacun la possibilité d'être autonome, et de subvenir décemment à ses besoins de base, mais dégressif à mesure que l'individu gagne de l'argent. Dans tous les cas, le revenu universel remplace les aides spécifiques, générant de gigantesques économies dans les coûts de traitement. La logique, c'est de sortir du paternalisme de l'allocation, je te donne tant, mais à condition que tu sois comme cela, et que tu vives comme ceci, pour rendre les citoyens responsables de la manière dont ils utilisent leur allocation de base, versée en cash et sans condition. Le philosophe Michel Foucault a parfaitement perçu ce caractère révolutionnaire du revenu universel.
Voici comment il le décrit dans sa leçon du 7 mars 1979 au Collège de France. La seule chose importante, c'est que l'individu soit tombé au-dessous d'un certain niveau et le problème est, à ce moment-là, sans regarder plus loin, et par conséquent sans avoir à faire toutes ces investigations bureaucratiques, policières, inquisitoires, de lui accorder une subvention telle que le mécanisme par lequel on la lui accorde l'incite encore à repasser au niveau du seuil. C'est très important par rapport à tout ce qui avait été, encore une fois depuis des siècles, élaboré par la politique sociale en Occident. C'est une allocation universelle d'un montant suffisant pour couvrir les besoins essentiels, que tout citoyen reçoit de toute façon, sans formalité ni condition. Le revenu de base accorde à chaque personne légalement établie dans le pays le droit à une existence économique digne. Nul ne pourra plus être dans la précarité ni marginalisé parce qu'il n'a pas un revenu suffisant. Le revenu de base inconditionnel, RBI, est un versement mensuel par une caisse publique, à chaque individu, d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale, comme une rente à vie. C'est la concrétisation d'un droit humain fondamental. L'idée est soutenue de longue date par de nombreuses personnalités, de tous horizons politiques, de toutes confessions et de toutes nationalités. Elle est connue sous des appellations diverses, allocation universelle, revenu d'existence, revenu citoyen, revenu universel, revenu social garanti, dividende universel, revenu de vie, etc. Le revenu de base n'est pas une prestation sociale et ne doit pas être confondu avec le salaire minimum, l'assurance chômage, l'aide sociale ou toute autre prestation attribuée de manière conditionnelle. Le revenu de base, lui, est automatique, inconditionnel et inaliénable. Il concerne tout le monde, riche ou pauvre. Il est attribué à chaque individu, de la naissance à la mort. Son montant est suffisant pour garantir à chacun une existence décente quoi qu'il arrive. Il est cumulable avec les autres revenus, salariés ou non. Le revenu de base rend la justice sociale compatible avec l'efficacité économique. C'est le principe de solidarité le plus libéral que l'on puisse imaginer, il permet d'assurer l'existence individuelle et la cohésion sociale, sans les rigidités de l'interventionnisme et les lourdeurs de la bureaucratie. Plusieurs variantes sont discutées concernant sa mise en pratique. Le revenu de base ne se situe pas d'un côté de l'échiquier politique, il trouve des soutiens et rencontre des réserves d'un côté comme de l'autre des frontières politiques traditionnelles. Découpler activité professionnelle et revenus, une nécessité. Ni l'emploi salarié, ni les revenus du capital, ni les prestations sociales actuelles ne peuvent prétendre désormais garantir le droit à l'existence de chacun tel que défini à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De par son inconditionnalité, le revenu de base brise la chaîne qui fait dépendre la couverture des besoins vitaux de l'accomplissement d'un travail rémunéré. Ce découplage partiel entre emploi et revenu est nécessaire en raison de la disparition des emplois stables traditionnels. Le chômage et la précarité sont en majeure partie la conséquence d'une dynamique de rationalisation et d'automatisation qui rend l'objectif du retour au plein emploi caduc du moins sous les conditions que nous avons connues durant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. La flexibilité de l'organisation des entreprises modernes entraîne actuellement une instabilité croissante de l'emploi rémunéré. En Suisse, en raison de la très forte compétitivité du pays, le taux de chômage reste relativement bas et l'importance des emplois précaires pour l'instant limitée. Néanmoins, il serait illusoire de considérer la Suisse comme une île coupée du reste du monde. Dans ces conditions, qui travaillera encore? Dans la grande majorité des cas, la jouissance du revenu de base n'incitera pas les gens à quitter leur emploi, notamment parce que son montant ne suffira pas à couvrir tous leurs désirs de consommation. Rappelons que le montant du RBI envisagé est de francs suisses 2500 par mois seulement. Le salaire minimum réclamé par les syndicats est de 4000. Le salaire médian est de 6200. D'autre part, de nombreux travaux utiles et nécessaires contribuent à la production de richesses, mais ne sont pas rémunérés, familles, bénévolat, associations, etc. Loin d'être un encouragement à la paresse, le revenu de base permettra à chacun, dans la mesure de ses capacités et de son désir, de s'engager de manière sereine, libre et responsable, dans des travaux essentiels pour l'intérêt général que les emplois traditionnels n'ont pas vocation à assumer. Le travail est toujours d'actualité et sa tâche est immense.
il est plus que jamais nécessaire que chacun puisse travailler, d'abord à prendre soin de lui-même, de ses parents, de ses enfants et de ses proches, travailler ensuite pour contribuer au bien commun accessible à tous, connaissances, art, culture, logiciels, etc. Travailler enfin à inventer et à mettre en œuvre à toutes les échelles les moyens qui permettront de léguer une planète vivable aux générations futures. Le revenu de base change aussi la donne pour les personnes aujourd'hui bénéficiaires de prestations sociales soumises à conditions de ressources ou de rente d'invalidité. Le revenu de base est en effet cumulable avec la rémunération du travail qui garde ainsi toute son attractivité financière. Le retour à une activité lucrative n'est plus pénalisé par le risque de perdre une prestation sociale quelconque. Pour quel salaire? Le revenu de base change le caractère du marché du travail. Pour la première fois dans l'histoire économique et sociale, le salaire direct versé par l'employeur n'a plus besoin de couvrir les besoins élémentaires de l'existence, puisque ce besoin est désormais couvert par le revenu de base. Pour la même raison, en dotant le demandeur d'emploi d'une assise matérielle suffisante, le revenu de base lui rend sa liberté contractuelle et donne enfin au marché du travail le caractère d'un vrai marché. C'est avant tout dans la zone des bas salaires, lors de la négociation, que le revenu de base renforce la position de demandeur d'emploi ayant désormais la possibilité de refuser une offre qu'il juge insuffisante, ce qui entraînera une revalorisation de ses emplois. Pour l'entreprise, l'instauration du revenu de base inconditionnel n'apporte pas de bouleversement, selon les modèles de financement retenus, soit la masse salariale restera en gros la même, dans ce cas, la contribution à la caisse du RBI sera prélevée directement et uniquement sur les salaires, soit, si c'est l'entreprise comme telle qui est taxée, la diminution relative de la masse salariale au sens strict, salaire net, sera compensée par la contribution de l'entreprise au financement du revenu de base. Mais, quel que soit le cas de figure, le montant du revenu total du salarié ne changera pas, sauf dans le cas indiqué plus haut. Enfin, dans une certaine mesure, la nouvelle liberté contractuelle du salarié vient légitimer celle de son employeur et lui permet de mieux adapter ses besoins en personnel à la marge de son affaire. La valeur éthique du travail. On aurait tort de limiter la valeur du travail à sa valeur marchande, comme cela se passe aujourd'hui de manière croissante. Après la disparition des travaux répétitifs et ennuyeux dans un environnement rigide, ce sont aujourd'hui la pression permanente, le stress et les menaces continuelles de restructuration qui tendent le plus souvent à détruire le sens humain et créatif du travail. Au contraire, le revenu de base rétablit la valeur éthique du travail, autant vis-à-vis de la société que de soi-même. Par ailleurs, la paresse n'est pas inscrite dans le génome humain, ce n'est qu'une réaction contre les travaux forcés. En accordant la liberté aux travailleurs de refuser le travail, on commence à les responsabiliser. On fait tomber le prétexte de la nécessité. Sans la liberté, il n'y a pas de véritable éthique du travail. Un droit fondamental. Le revenu de base n'est pas une assistance, il correspond à un droit humain. C'est pour cela qu'il est donné à tout le monde, indépendamment des besoins particuliers de chaque individu. Contrairement à l'aide sociale actuelle, le revenu de base n'est pas stigmatisant puisqu'il est pour tous. Il reconnaît la valeur de la participation sociale de chacun et permet de s'affranchir de l'idée du travail rémunéré comme norme qui a pour conséquence que ceux qui sont privés d'un emploi ont moins de valeur que les autres. Le revenu de base supprime donc cette pression qui pèse à la fois sur les chômeurs, les assistés et surtout ceux qui pourraient un jour le devenir. Financement. Mis à part ces effets dynamiques, qui sont difficiles à estimer, du point de vue économique, le revenu de base inconditionnel est un jeu à somme nulle, la valeur ajoutée du pays ne change pas d'un seul franc, mais sa répartition se modifie considérablement. Désormais une partie de la richesse créée va à l'ensemble de la population résidente sous forme de RBI, avant toute répartition entre salaires et rémunération du capital investi. La question qui reste alors à débattre concerne le canal par lequel on réalise l'opération. Dans la majorité des cas, le revenu de base ne s'ajoute pas au revenu total, mais en devient la composante qui sécurise la part de revenu couvrant le besoin vital. Cela signifie qu'au lieu de recevoir tout son revenu de l'activité lucrative, ou de prestations sociales, on reçoit d'une part le revenu de base et d'autre part, les autres revenus en complément.
Une autre manière de se représenter ce mécanisme, la partie du revenu du salarié couvrant le besoin vital est versée au travers de la caisse du revenu de base, à laquelle cotise l'employeur. Si nous prenons par exemple comme base de calcul un RBI de francs suisses 2500 par mois pour un adulte et de 625, un quart, par mois pour un mineur, la masse financière totale se monte à quelque 208 milliards par an, soit environ un tiers du produit intérieur brut, richesse créée en un an dans le pays, en 2011 environ 600 milliards de francs. Mais comme nous allons le voir ci-après, seule une petite partie de cette somme est à trouver, car la plus grande partie est simplement réaffectée au financement du RBI sans que cela ne change les dépenses de l'État. 3 sources de financement sont à distinguer, les 2 premières ne représentant qu'un transfert de charges, la dernière, restant à trouver. La première source de financement est le transfert de la part des coûts des assurances et prestations sociales, allocations et autres subventions actuelles que le RBI rendra inutiles. Selon les approches, le montant de ce transfert se situe aux alentours de 62 milliards. La deuxième source de financement, que l'on évalue à quelque 128 milliards, est le transfert de la part des revenus du travail que le RBI remplace. Ce montant sera financé par les entreprises et correspondra grosso modo à la part de salaire qu'elles n'auront plus à verser aux travailleurs qui la toucheront désormais sous la forme du RBI. Enfin, la troisième source de financement correspond à la différence entre le coût total du RBI et le financement déjà disponible. Cette somme correspond approximativement à l'effort réel du RBI, c'est-à-dire l'augmentation réelle de revenus pour une partie de la population. L'équation de base étant ainsi posée de façon quelque peu simplifiée, il faut bien se rendre compte que les différents canaux de financement sont interdépendants. Quel que soit le mécanisme concret retenu, le financement reposera sur un nouveau principe de répartition de la valeur créée par l'activité économique. Cette valeur ne sera plus répartie en 2, mais en 3 parts, celle des salaires, celle des profits et celle du RBI. En effet, comme le relève aussi le professeur émérite Peter Ulrich, fondateur de l'Institut d'éthique économique de l'Université de Saint-Gall, dans l'introduction de notre livre sur le financement, le revenu de base n'est pas une nouvelle méthode de redistribution a posteriori du revenu, mais un nouveau paradigme de sa répartition primaire. Cela signifie que le prélèvement du PIB nécessaire au financement du revenu de base se fait, à la source, là où sont générés les profits et la masse salariale. Différentes propositions de modèles de financement existent à ce jour. Elles diffèrent en substance sur la méthode de prélèvement de la part de la création de valeur nécessaire et sur le financement du solde, les deux pouvant être couverts en bloc par une seule et même méthode de prélèvement suivant le modèle. On peut se référer à titre d'exemple au modèle présenté dans notre livre édité en 2010. Le financement d'un RBI inconditionnel qui propose 3 modèles et un 4e plus récent dérivé de celui élaboré par l'économiste suisse, M. Martino Rossi. Ces 4 modèles démontrent que le revenu de base est finançable, que cela soit par une adaptation de la TVA, un impôt fédéral direct à taux fixe sur le revenu, un prélèvement à la source sur la valeur ajoutée nette des entreprises ou une combinaison de ces différentes approches. Le plus probable sera une solution mixte entre ces différentes possibilités. Pour le solde de 18 milliards à couvrir, s'il n'est pas déjà inclus dans l'une ou l'autre des approches énumérées ci-dessus, plusieurs pistes sont à étudier. Parmi celles-ci, une taxe sur les transactions financières, type taxe Tobin, une taxe sur l'empreinte écologique, une adaptation de l'impôt fédéral direct, une augmentation de quelques points de la TVA, une réaffectation de la création monétaire, etc. Quelle que soit la méthode qui sera en fin de compte retenue par le Parlement, il est important que celle-ci répartisse la charge de financement proportionnellement en fonction de la valeur produite, comme c'est déjà le cas aujourd'hui pour les cotisations sociales. La proportionnalité est un élément clé pour que l'insertion professionnelle reste économiquement attractive et que l'effet redistributif du revenu de base puisse s'opérer. En résumé, quel que soit le cas de figure, ce n'est pas le volume total du RBI qui est à financer, car pour l'essentiel il s'agit du même argent dépensé autrement. Pour une majorité des salariés, le revenu total ne change pas de manière significative, il se compose désormais d'un salaire direct et du RBI. Seules les personnes dont le revenu total augmente en raison du RBI, qui exercent des activités peu ou non lucratives, ainsi que les familles, occasionneront des coûts supplémentaires. On peut situer ces derniers aux environs de 18 milliards par année.
Pour les entreprises enfin, les coûts d'exploitation devraient être sensiblement les mêmes. Une solution. Selon la solution retenue, le financement du revenu de base peut soit passer par un prélèvement obligatoire sur la création de valeurs économiques, soit s'appuyer sur la fiscalité directe ou indirecte. Mais quoi qu'il en soit, il faut distinguer le financement du revenu de base de celui de l'action de l'État en général. Même si l'on a recours à l'impôt, dans le cas du revenu de base, la ponction fiscale ne bénéficie en aucune manière à l'administration publique ou à une quelconque politique interventionniste. C'est de l'argent qui va de l'économie privée à l'économie privée via la satisfaction des besoins vitaux de la population, l'État n'y joue qu'un rôle fiduciaire, tandis que la liberté individuelle, telle qu'elle s'exerce aussi dans le cadre de l'économie de marché, reste intacte. Au contraire, en étendant la liberté contractuelle aux travailleurs sur un marché du travail enfin digne de son nom, le revenu de base va clairement dans le sens de la liberté individuelle. D'autre part, le revenu de base permettra certainement de réduire le poids et le coût de la bureaucratie sociale tout en restituant au travail social toute sa dimension de soutien et d'accompagnement. Enfin, considéré d'un point de vue politique, en réduisant l'influence de l'État sur la vie privée du citoyen, surtout quand il est de conditions modestes, le revenu de base contribuera à développer la démocratie et la liberté individuelle. Cette conscience est-elle audible? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 2. Les frères. Créé en 1920, l'islam politique devient rapidement une confrérie d'idéologie universelle et totalitaire, incompatible avec les systèmes démocratiques existants. Il apparaît indispensable de préciser qu'il ne s'agit évidemment pas d'un plaidoyer anti-musulman. Il convient d'être conscient que toutes les religions institutionnelles, lorsqu'elles cherchent à établir un rôle politique, utilisent généralement un endoctrinement arrogant chargé d'emprisonner les esprits dans la peur et la culpabilité. Chacun a le droit de croire, mais a-t-il pour autant le droit d'imposer? Certaines religions s'inspireraient même de textes religieux particulièrement convaincants et assimilables à du racisme à l'image de la hiérarchie lévite. L'Empire ottoman, disparu en 1924 et avec lui le califat islamique, était un cadre territorial politique et religieux, exclusivement régi par la loi islamique, pour les arabo-musulmans. Il avait ainsi rassemblé la communauté des musulmans pendant 14 siècles. Il a ensuite été restructuré en État-nation, élaboré par la Grande-Bretagne et la France. Une nécessité lui est ensuite devenue évidente, celle de devoir se libérer de l'impérialisme occidental qui imposait le laïcisme et la perte des valeurs séculaires. Il creusait un fossé entre les classes populaires et les élites. Il s'agissait là d'une totale dilution des valeurs arabo-musulmanes. Les salafistes prirent rapidement la direction des opérations de restructuration de leur population, en s'appuyant sur une lecture fondamentaliste et intégriste de leurs écrits religieux. Leur projet politique établit une méthode qui, partant d'une seule personne, permet d'influencer toute une société. Ils s'appliquèrent à réformer l'individu, puis la famille, puis les groupes sociaux, puis chaque État, en utilisant la charia, qui établit les diverses normes sociales, culturelles, relationnelles et doctrinales, en corrélation avec le chemin du respect de leurs lois religieuses, jusqu'à un futur aboutissement global et planétaire. Le prosélytisme religieux est donc divulgué à grande échelle, sans restriction. Un État islamique est ainsi né avec l'ambition de reconquérir d'abord les cadres territoriaux et politiques du califat puis de partir à la conquête de la planète. Le calife étant le successeur du prophète de l'islam dans l'exercice politique du pouvoir suprême. Un manifeste, publié en 1936, détermine en 50 ordres, le programme politique de la confrérie. Il s'agit d'une théocratie gouvernée par la loi islamique appelée la charia. Ainsi appliquée, elle définit les modes de surveillance, les méthodes d'interdiction et de punition. Elle interdit explicitement toute mixité dans la société. Elle impose une police des mœurs qui est sous le contrôle du parti unique au pouvoir. Ces doctrines se concentrent surtout sur l'éducation des enfants avec pour slogan « l'islam pour seul mode de vie ». Tous les aspects de la vie doivent donc être organisés par l'islam religieux au pouvoir. Leurs doctrines sont comparables aux idéologies fascistes, par l'établissement d'une propagande très influente et irréversible. Il s'ensuit, à tout cela, un djihad offensif et conquérant.
L'islam théorique ou idéologique ne peut exister sans le djihad, soit la guerre civique. Il s'agit bien sûr d'une lecture de la loi religieuse qui prône un islam offensif légitime. Tout doit être régi par la charia et tant que la loi religieuse n'est pas en vigueur, le djihad doit s'appliquer. Il faut impérativement éliminer les mécréants. Les djihadistes appellent cela libérer les tyrans. Le livre de Seyyed Qutb, Jalons sur la route de l'islam, établit la supériorité de la civilisation musulmane par rapport à celle de l'Occident et donc de la nécessité impérative de l'islam de régner sur toute l'humanité. L'islam a le devoir de faire respecter le règne de Dieu sur tout l'univers. Ce règne ne peut être valable que sous l'égide d'un régime islamique établi par Dieu, à l'intention de tous les hommes, sans exception. Tous les groupes, du terrorisme islamiste les plus radicaux, sunnites et chiites, s'inspirèrent de ce livre. C'est ainsi que naît d'abord la communauté musulmane islamique qui se met en guerre contre les envahisseurs de la Palestine. Ces envahisseurs devenant le premier obstacle à la restauration du califat. En effet, en 1897 le congrès de Bâle, tenu par le mouvement nationaliste juif, émet la décision de coloniser la Palestine. Pour pouvoir ce faire, il fait appel aux puissances coloniales pour être protégé dans leur action. C'est l'Empire britannique qui répond favorablement car il est intéressé politiquement et économiquement à diviser la région et à maintenir le contrôle du canal de Suez. À cette époque, les pays européens s'étaient partagé l'Afrique en territoires coloniaux. Les pays, dits du tiers-monde, sont dominés par la force sous l'emprise du colonialisme et les révoltes des années 1950 en sont un exemple. Pourtant les arabo-musulmans n'étaient pas hostiles à l'arrivée des arabo-juifs qu'ils considéraient alors comme leurs frères. Les arabo-juifs auraient pris le prétexte du retour en la Terre Sainte, après un exode forcé, dans l'Antiquité, en fait fictif, puisqu'il n'y aurait pas eu d'exode, selon certains historiens. Puis, d'une nécessité de s'établir après le génocide allemand. Il fallait bien trouver un prétexte. Or, le paradoxe de cette situation, c'est que les arabo-musulmans de Palestine, actuellement colonisés, seraient tout simplement les descendants des arabo-juifs de l'Antiquité. Un second paradoxe résulterait du fait que les juifs colons ne seraient pas des arabo-juifs mais des Européens convertis à la religion juive et qui cherchaient à migrer. En effet, la majorité des émigrés en Palestine, soit 11 millions, seraient originaires de la Khazar et sont des descendants des Ashkénazes qui vivaient dans le sud de la Russie et dans le Caucase. L'autre partie, soit 500 000 personnes seraient des séfarades originaires d'Espagne. Il s'en est évidemment suivi ensuite un exode à partir de l'Allemagne. La « terre promise » s'avère être une simple supercherie. Un troisième prétexte, permettant de justifier l'implantation des colons juifs, était que les terres envahies étaient arides, dépourvues de cultures et de populations. Au contraire, il s'agissait à l'époque de terrains très cultivés et exportateurs de denrées alimentaires. Ce qui explique les révoltes et guérillas des Palestiniens à partir de 1920 à l'encontre de l'invasion des Juifs qui les dépouillaient de leurs terres. C'est la répression de l'armée britannique qui mettra fin provisoirement à ces conflits. Un autre prétexte voudrait que les Palestiniens soient partis d'eux-mêmes, de nombreux historiens israéliens reconnaissent, eux-mêmes, que c'est par la violence et la terreur que les Palestiniens ont été chassés. La procédure d'expulsion continue encore de nos jours par la mise en place de nouveaux colons juifs en terre palestinienne. Il y a encore un prétexte au maintien du soutien à Israël qui veut que ce pays soit le seul État démocratique dans cette région. Or, Israël n'est pas un État de droit puisqu'il est le seul pays, dans l'Organisation des Nations Unies, qui ne précise aucune limite de territoire identifiée, dans sa constitution. Cette situation suggère que ce pays n'a pas de limite expansionniste. Où est la démocratie de cet État mafieux? Les États-Unis transmettraient plusieurs milliards de dollars, en matériel militaire, à Israël chaque année, pour qu'il puisse assurer la défense de sa démocratie, dans cette contrée arabo-musulmane. Il y a là, bien évidemment, une stratégie géopolitique, pour le contrôle des États du Moyen-Orient. Cette situation permet à Israël d'être en violation permanente du droit international et des droits de l'ONU, pour le profit politique des États-Unis. L'Europe, quant à elle, a décrété qu'Israël était, en fait, devenu le 28e État de l'Union européenne. Elle a d'ailleurs refusé de reconnaître le gouvernement de la Palestine, démocratiquement élu, comme représentant d'un État indépendant.
Toutefois, ce constat ne doit pas paraître comme un slogan antisémite, c'est-à-dire de racisme anti-juif. Bien au contraire, il s'agit de simplement dénoncer les inégalités entre les êtres humains. L'avenir de paix de ces populations ne pourra se faire qu'à partir d'une réunification de la Palestine à l'image de la réunification de l'Allemagne. Or, justement, il n'est pas certain qu'une telle réunification soit favorable au califat des musulmans. Tous les désordres perpétrés dans les pays arabes favorisent, au contraire, l'unification d'un nouvel ordre religieux. Leur projet est celui d'une guerre sainte globalisée sur toute la terre. Une organisation centralisée existe déjà au niveau mondial. Elle a ses représentants dans tous les pays. Des réseaux caritatifs associatifs leur permettent d'établir leur endoctrinement. L'aide sociale a également réussi à s'implanter en territoire palestinien et à créer le Hamas, un mouvement patriotique de résistance islamique, qui est devenu ensuite une organisation armée et terroriste. Les États unis arabes seraient la nouvelle dénomination du califat islamique et regrouperait 83 nationalités, soit près de la moitié des 193 représentées à l'ONU. Les attentats terroristes, revendiqués par l'État islamique, sont perpétrés à l'encontre de toutes les personnes, puisqu'elles sont toutes considérées comme des mécréantes, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de religion ou qui n'ont pas leur religion. Toute personne, non reconnue comme appartenant à la doctrine religieuse prônée par l'État islamique, doit être considérée comme un ennemi qu'il convient d'exterminer. C'est un programme idéal de terreur totale qui est ainsi orchestré. Le terrorisme islamiste est composé d'une branche punitive envers les organisations sociales qu'il combat et d'une autre branche chargée d'imposer la sienne en lieu et place. L'État islamique, dans sa doctrine d'organisation politique et religieuse du salafisme, ne reconnaît aucune autre valeur dans l'organisation sociale des États, en dehors de la sienne. Il s'agit bien là d'une guerre idéologique à l'encontre du monde. Ce sont les valeurs mêmes de l'humanité qui sont en péril. La stratégie terroriste consiste à déstabiliser les sociétés en provoquant des chocs communautaires et si possible des guerres civiles. Il appartient aux différentes communautés musulmanes, notamment en Europe, de mettre en place des dispositifs de préservation contre les intégrismes de leur religion. L'endoctrinement des enfants en est un exemple dans les écoles religieuses. C'est là une atteinte totale au libre choix de chaque personne. L'exercice d'un culte religieux est autorisé sous réserve de discernement, de troubles à l'ordre public. Le libre exercice d'un culte doit se faire sous le contrôle de l'État. L'État a donc l'obligation de veiller à ce qu'il n'y ait pas de propagande politique à l'intérieur des édifices de ces cultes religieux. Les moyens de faire régner l'ordre au sein des édifices religieux existent, il suffit de les mettre en application dès que cela s'avère indispensable. Cependant, lorsque les représentants locaux de l'État, responsables du respect des règles étatiques, demeurent laxistes, qu'est-il possible de faire? Aucune stratégie sérieuse n'a été organisée afin de limiter et si possible, de supprimer, les excès de langage de certaines mouvances religieuses. Chaque fois qu'un groupe religieux cherche à imposer ses doctrines, sous le prétexte que les idéaux religieux doivent s'imposer aux règles et aux lois des pays où il exerce, une sanction doit irrémédiablement être appliquée afin de faire respecter les valeurs étatiques des pays concernés. Des actes terroristes quotidiens seraient ainsi perpétrés en toute impunité, dans les pays démocratiques. Ces actes cherchent à appauvrir et à saper les effets du bien vivre ensemble de la démocratie. Or, ces actes terroristes sont perpétrés depuis plus de 30 ans dans les démocraties occidentales. Pourquoi y a-t-il un tel laisser-faire? La stratégie d'une démocratie doit être déterminée par le courage de criminaliser toutes les idéologies religieuses ou non, incompatibles avec l'exercice d'une politique saine. Ceci devant être mis en œuvre dès lors qu'un projet de société, incompatible avec les valeurs du pays, veut être appliqué par la force. Dès l'instant où la nature totalitaire des idéologies religieuses ou pas, ne seront pas confrontées à une interdiction de nuire, par leurs effets de terrorisme, la violence perdurera. Toute idéologie, criminalisatrice, pouvant nourrir une violence quelconque, doit pouvoir être interdite et sanctionnée. Certains groupements religieux utiliseraient des techniques de dérive sectaire pour justifier leurs actions. Leur technique d'endoctrinement consisterait à établir une réflexion de groupe se substituant à la réflexion individuelle. L'islamisme, dans son acception la plus large, ne reconnaît pas de valeur à l'individu. Seule la valeur du groupe a d'importance pour son action.
Le salafisme, qui est la composante essentielle de cette action religieuse, du consensus et de la tradition, précise que nul ne peut s'extraire du groupe religieux auquel il appartient. Nul ne peut exister, par sa seule référence de citoyenneté. Les techniques d'exaltation des groupes sont des méthodes d'endoctrinement qui se font généralement en dehors des lieux de culte religieux traditionnels. Les nouvelles techniques de l'Internet permettent ces méthodes dissimulatrices d'endoctrinement et d'embrigadement. La neutralité volontaire et d'inaction d'un État, par son incompréhension des dogmes religieux, ne doit pas lui faire oublier sa nécessité impérative du respect des règles de droit qu'il a lui-même édictées. Surtout, lorsqu'en plus, il s'agit souvent de délinquants, issus de la criminalité organisée et quelquefois du grand banditisme, parfaitement connus des services de police, selon la formule consacrée. Ces dangereux personnages passent par les arcanes de la structure religieuse, non par idéologie mais pour une nécessité de valorisation personnelle. De son statut de délinquant et de dissident, il épouse celui de militant religieux. Cette nouvelle situation lui permettant de légitimer toutes ses actions à venir, à partir du radicalisme religieux. Ces activistes religieux, issus de la mouvance délinquante du droit commun, deviennent à leur tour des propagandistes religieux. Ils organisent, auprès de leurs adeptes, une fuite en avant du vécu au quotidien, où les sociétés occidentales n'ont pas su répondre aux énormes difficultés d'adaptation des nouvelles migrations. L'inactivité professionnelle, par le manque récurrent d'emploi, et la mise en précarité qui en découle plonge ces populations dans une situation d'interrogation. Et pourtant, de nombreux délinquants religieux seraient issus des classes moyennes plus favorisées. Il convient de comprendre que cette irresponsabilité, prise par les pouvoirs publics, de non-ingérence dans les cultes religieux, condamne toutes les personnes non religieuses à subir les affres des religieux. Il importe de rappeler que toute personne est considérée comme religieuse, dès l'instant où, par son comportement ou son affichage, elle fait du prosélytisme religieux. La conséquence de cette situation en est une rupture avec toutes les formes de socialisation des pays occidentaux accueillants. Cette rupture conduit à la haine des Occidentaux considérés comme responsables de leur mal-vivre. Il convient aussi de ne pas confondre les origines des personnes avec les doctrines religieuses qui accompagnent leurs origines. La plupart de ces personnes conservent leur culture et c'est bien naturel, sans qu'elles veuillent, pour autant, partager les dogmes religieux qui accompagnent leur culture. Des possibilités d'adaptation aux exigences du respect des cultes religieux sont possibles, dans tous les pays démocratiques, sans avoir à subir les exigences des religieux qui veulent les incarner. Une définition de criminologie affichée, de trouble à l'ordre public par l'incitation à la violence, suffirait à éradiquer toute forme de délinquance religieuse. Il suffirait, par exemple, de dissoudre les instances religieuses représentatives, actuellement regroupées en associations et qui seraient contrevenantes au respect des règles du droit humain édictées. Il y a là l'impérative nécessité d'effectuer un effort préventif qui permettrait d'éradiquer de la société la radicalisation religieuse. Les discriminations, édictées par les religieux, ne sont pas acceptables pour aucun pays se valorisant des droits égalitaires entre les personnes. Mais il y a plus grave, car c'est toute la société de chaque pays occidental, qui se rend complice de ces situations machiavéliques. Chaque personne qui refuse de condamner tout individu qui contrevient aux droits fondamentaux du citoyen, par respect à sa culture et à sa religion, devient lui-même le complice de ces bourreaux qui affligent les victimes des dogmes religieux. Il y a toujours un effet pervers au respect des droits des cultes religieux dès qu'il y a atteinte à la liberté d'autrui. L'autorisation de certains horaires d'ouverture aux femmes musulmanes dans les piscines en est un triste exemple. Elle leur interdit la mixité qui est une des valeurs essentielles dans les démocraties. Pourquoi légiférer sur l'obligation d'une représentativité féminine, par ailleurs indispensable, dans les instances étatiques et économiques d'un pays, si dans le même temps on lui interdit la proximité avec les hommes? La misogynie est la première atteinte aux valeurs du droit civique entre les citoyens, dans les pays de culture occidentale. Cette cécité totale et apparemment volontaire à l'égard de telles atteintes aux droits fondamentaux et égalitaires accordés aux citoyens occidentaux, pourrait plonger les sociétés démocratiques dans une catastrophe de leur civilisation. Toutefois, une cécité provisoire ne doit pas être un prétexte pour pouvoir ensuite mettre en place une dérive sécuritaire.
La force des pays démocratiques c'est l'état de droit et elle doit rester ainsi, sauf à limiter dans le temps et en situation d'urgence, des mesures exceptionnelles permettant le rétablissement de l'ordre démocratique. Le déclenchement de guerre, à l'extérieur d'un territoire, sous le prétexte d'une nécessité de sauvegarde à son intérieur, ne peut qu'aboutir à des catastrophes des deux côtés. Seule une diplomatie, bien étudiée, reste favorable à la résolution des difficultés. L'Europe n'a pu, elle-même, sortir de son engrenage des guerres que par la diplomatie. Tous les pays démocratiques sont visés par la menace terroriste. Toutefois, est-il possible d'oublier que la résistance française, mise en place dès 1940, était considérée comme terroriste par les armées du Troisième Reich et par le gouvernement de Vichy? Une politique occidentaliste, militariste et moraliste ne peut qu'engendrer des haines et des ressentiments. La guerre contre le terrorisme produit l'effet inverse de celui qui était escompté à l'origine. L'intervention militaire alimente le terrorisme et légitime son action en lui octroyant une stature qu'il n'avait pas à l'origine. C'est lui reconnaître une certaine supériorité qui met la démocratie en situation de danger. L'initiative et la médiation valent mieux que l'emploi de la force qui n'aboutit qu'à des tragédies. Le terrorisme obtient une notoriété et une légitimité, dès lors qu'il est combattu militairement. Le terrorisme peut rapidement devenir le défenseur des populations opprimées, par les conséquences des combats armés. Le terrorisme s'installe lorsque l'État n'est plus en capacité de médiation. Seule la diplomatie peut représenter un rempart contre les excès, à condition de fermeté et non de cécité. L'interventionnisme militaire va-t-en-guerre est le résultat des pouvoirs faibles et fascistes. La spirale des dérives autoritaires et sécuritaires est un piège tendu par les terroristes. Il convient de ne pas s'y précipiter, au risque de guerre civile dont l'issue est toujours dramatique. Toute tentation de déviance autoritaire conduit à la surenchère systématique de part et d'autre. Où est donc passée la place de la conscience? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque